Bonjour à tous. Dans toute cette assemblée spécialisée sur les questions hospitalières, je suis un peu le pas de côté de ce beau programme. En effet, j'ai fait ma thèse donc, sur la doctrine des monuments historiques en France, d'après les textes de Paul Léon, qui était le directeur des Beaux-Arts, le ministre de la Culture d'alors. Le rapport avec l'amitié franco-américaine et Reims peut sembler un peu ténu. Peut-être que je passe à la suite, c'est ça ? Oui. Mais une de mes études de cas portait sur la reconstruction des charpentes de Reims, et la biographie de mon héros m'a amené à étudier les politiques publiques de reconstruction urbaine pendant et après la Première Guerre mondiale. J'ai ainsi croisé Rockefeller, bien sûr, Burdett Ford, et fait des recherches à la bibliothèque Carnegie. De plus, l'un des enjeux de la reconstruction urbaine était l'opportunité hygiéniste, la restauration monumentale justifiée par le moral des populations. Bref, pour toutes ces raisons, le comité scientifique a jugé opportun de m'inviter à venir présenter la reconstruction urbaine de Reims et son influence américaine. Je suis ravie de revenir ici à Saint-Lô, une autre ville très touchée par une autre guerre mondiale, sur laquelle j'ai fait travailler des étudiants lorsque j'ai été enseignante à l'école d'architecture de Normandie, sur le centre-ville reconstruit, puisque c'était l'une des études de cas d'un projet de recherche que j'ai copiloté sur le devenir des villes moyennes de la reconstruction normande. J'ai pensé qu'il serait intéressant de commencer par rappeler la différence des impacts des deux guerres sur le territoire pour mieux saisir les enjeux des reconstructions. Nous verrons ensuite le cadre législatif et théorique de la période, mais nous nous intéresserons surtout à la chronologie de la destruction et de la reconstruction de la ville de Reims, bien sûr au plan de George Burdett Ford, ainsi que ses controverses et ses différentes versions. Au travers de cette histoire, nous verrons les témoignages de solidarité franco-américaine, d'ordre intellectuel ou pécunier, à petite et grande échelle. Je ne vous referai pas toute l'histoire des deux guerres mondiales. Pour autant, les cours au lycée portant surtout sur les aspects politiques, ils questionnent moins l'impact architectural, urbain et paysager sur les années de guerre, mais aussi pour la reconstruction. La Seconde Guerre mondiale est souvent mieux connue et surtout traumatique, avec l'inimaginable des camps et des bombes nucléaires. Pour autant, elle a généré en France, pour la France, beaucoup moins de morts. Géographiquement et architecturalement, et comme on peut le comprendre via les frises chronologiques, la guerre va se matérialiser par une guerre des tranchées à la Première Guerre mondiale et des destructions surtout par bombardement à la Seconde, sur deux périodes en France, lors de la guerre éclair allemande en 1940, puis avec les débarquements, ses préparations et ses conséquences. Ainsi, à la Première Guerre mondiale, il y a deux fronts principaux. À l'Est, un front qui va bouger, mais à l'ouest, les tranchées relativement stables sur la France. Toutes les familles et villages seront engagés humainement par la présence longue et les nombreux décès des hommes dans les tranchées, mais seuls 13 départements seront touchés. Par contre, à la seconde, une grande partie de l'Europe, de l'Asie et du Pacifique vont être sinistrés. En France, aucun département ne sera épargné, et en particulier la Normandie, où nous sommes réunis aujourd'hui, la ville de Saint-Lô et la Manche ayant payé un lourd tribut. À la Première Guerre mondiale, les Allemands commencent par une avancée très rapide, déjà, à travers la Belgique, mais avec aussi le nord et l'est de la France, prenant Reims le 14 septembre 1914, avec les officiers qui vont en profiter pour visiter la cathédrale, la transformer en infirmerie, et puis continuer leur avancée en se rapprochant dangereusement de Paris, heureusement stoppée par la bataille de la Marne. Ils vont refluer alors sur les hauteurs de Reims. La ligne des tranchées va s'installer de Dunkerque jusqu'aux Vosges, comme dirait Paul Léon. Les Allemands lancent alors des bombes incendiaires, le 19 septembre sur la cathédrale de Reims, mettant le feu à l'échafaudage d'une des tours qui se propagera sur toute la charpente. Dans une guerre qui vient tout juste de commencer, l'incendie de la cathédrale va avoir un retentissement international, attiser d'autant plus la colère et marquer profondément les esprits au moment de cette bascule. La guerre des tranchées, on a parfois du mal à se le représenter en France, mais elle va rester extrêmement statique. Les avancées et reculs ne se feront généralement que de quelques dizaines de mètres. Cette carte reste donc relativement stable. Le tracé des tranchées reste relativement stable de fin 1914 jusqu'au printemps 1918.
avant les dernières grandes avancées allemandes, puis leur recul jusqu'à l'armistice. Par exemple, la poche rouge que l'on voit montre tout ce qui a été gagné grâce à la bataille de Verdun. De même, on parle toujours de la bataille de la Somme. En fait, c'est juste la petite poche bleue. Donc on voit qu'en fait, ça va être extrêmement statique. Et donc, la grande majorité des morts sur le front de l'Ouest, qu'ils soient français, anglais, allemands, américains ou de toutes les colonies françaises et du Commonwealth, se font sur ce mince trait rouge. Les destructions sont très contrastées. Sur les 2 km de large que peut représenter la tranchée, il n'y a plus rien. Arbres, villages, fermes, plus rien. Sur la centaine de kilomètres autour de la ligne de front, les villages les plus proches sont très abîmés, et en particulier tous les points hauts, pouvant éventuellement servir de point de vue, comme les clochers ou les beffrois, mais aussi tous les ponts, les gares, sont consciencieusement pilonnés et détruits. L'armement va faire de très grands progrès pendant les années de guerre, mais la visée du début n'étant pas très performante, les alentours des points hauts seront très lourdement touchés aussi. Au-delà, il n'y a que très peu de destruction, et au-delà de 200 ou 300 km, il n'y a aucune destruction. Ainsi, Paris, qui pourtant n'est pas si loin sur la fin de la guerre, ne recevra que quelques obus. La France va alors mettre en œuvre un service de propagande, entre autres à l'international, pour encourager l'entrée en guerre côté allié vers les Italiens et les Américains. La destruction des œuvres d'art et de la cathédrale de Reims est un argument très fort. Ainsi, une exposition itinérante en 1917 aux États-Unis présente, entre autres, une gargouille de la cathédrale crachant du plomb fondu suite à l'incendie. Ainsi, même si lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a des déplacements de population, de nombreuses destructions, des pertes humaines catastrophiques et traumatiques, les raisons du traumatisme moral sont très différentes. Les reconstructions posent des problèmes similaires, dommages de guerre, plans d'aménagement, organisation de l'administration, statut des professionnels. Mais les choix politiques et organisationnels seront différents, avec un encouragement à une reconstruction à l'identique et au régionalisme à la première, mais avec une liberté individuelle, formelle et esthétique totale. À l'inverse, un projet étatique fort de reconstruction moderne, puissant et volontariste pour la seconde, même s'il profite largement des enseignements de la première. Une autre grande différence est la continuité de l'État en France pendant la Première Guerre mondiale. Même si à la seconde, les services et choix organisationnels vont perdurer du régime de Vichy à la 4e République, les choix esthétiques et formels portés idéologiquement vont évoluer. Ainsi, pourtant, à la Première Guerre mondiale, la reconstruction peut être préparée et poursuivie par la suite. Dès le 24 décembre 1914, donc 3 mois après l'incendie de Reims, la loi prévoit que la solidarité nationale compensera les dommages de guerre faits aux sinistrés. En février 1915, une loi prévoit l'évaluation des dégâts, etc. Bien que ces lois ne soient encore que spéculatives jusqu'à la victoire, elles préparent la grande loi du 17 avril 1919, dite Charte des sinistrés, ouvrant droit à la réparation intégrale pour tous les dommages aux biens immobiliers ou mobiliers. Le législateur se permet d'être généreux puisque la compensation financière des destructions par l'Allemagne est prévue dans le traité de Versailles avec le grand slogan « L'Allemagne paiera ». L'article 12 de la loi stipule que pour les édifices, l'indemnité consiste dans les sommes nécessaires à la reconstruction d'un édifice présentant le même caractère, ayant la même importance, la même destination et offrant les mêmes garanties de durée que l'immeuble détruit. La direction des Beaux-Arts aurait souhaité une reconstruction à l'identique aux régionalistes, mais le terme choisi dans la loi sera de même caractère, laissant ainsi une relativement libre les propriétaires dans leur choix de reconstruction. En ce début de XXe siècle, l'urbanisme n'est pas encore un art reconnu. L'école des hautes études urbaines, premier lieu d'enseignement du pays, ne sera fondée qu'en 1919. C'est aujourd'hui l'Institut d'urbanisme de Paris. Alfred Agache, Marcel Auburtin et Édouard Redon, fondateurs, entre autres, de la Société française des urbanistes en 1919, écrivent en 1915 « Comment reconstruire nos cités détruites ?» pour aider à préparer la reconstruction à travers l'encouragement et à la création de services d'urbanistes municipaux et de planification urbaine rigoureuse.
avec le musée social, Auburtin organisera l'exposition de la cité reconstituée en 1916 pour aider à réfléchir à la reconstruction des villes, à leur aménagement et à leur extension. Déjà pendant la guerre, le législateur va profiter des événements de guerre pour promouvoir de nouveaux plans d'alignement et de nivellement des communes, et ceci afin d'améliorer les voies publiques. Tout en appuyant sur la nécessité de s'inspirer du caractère de la localité, les points de modernisation suivants sont énoncés, et en premier lieu, prévoir l'usage automobile. Mais aussi, en second, les nécessités de l'hygiène et de la salubrité publique par l'aération et l'ensoleillement et les espaces publics. Enfin, en troisième, les considérations d'esthétique qui réclament un effort particulier en vue d'assurer la conservation des souvenirs historiques et archéologiques, maintien du style architecture spécial de la région, etc. L'aspect pittoresque. Puisque là, l'idée de cette sauvegarde pittoresque est celle du moral de nos populations. En 1919 sera publiée la première grande loi d'urbanisme en France, reprenant les principes généraux de cette circulaire, avec la loi dite Cornudet, sur les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes, et ajoutera l'obligation de se doter d'un plan d'urbanisme et d'extension non plus seulement aux villes touchées par la guerre, mais à toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Pendant toute la guerre, Reims, plus grande ville française à proximité immédiate des tranchées, va être sous le feu ennemi. La cathédrale va continuer à être régulièrement bombardée, malgré les dénégations allemandes, et les appels internationaux, nourrissant un ressentiment anti-allemand, ainsi que l'idée d'une ville martyre, et que la cathédrale est otage de leur tir. Il a d'ailleurs été prouvé qu'après les principales victoires alliées, elle subissait une nouvelle salve plus nourrie. Mais comme la ville, elle sera touchée aléatoirement et régulièrement pendant toute la guerre, en particulier pendant les derniers mois. Bien que dès le départ, le service des monuments historiques envisage le principe de la reconstruction de la cathédrale, les politiques et journaux imaginent d'autres scénarios, laissant les ruines au milieu de la ville pour rappeler la honte éternelle de l'Allemagne, transformant l'ensemble ruiné en un mémorial de guerre. Mais ces solutions ne sont pas envisagées sérieusement par le service, au nom de la souffrance des populations locales qui, revenant chez elles après tant de morts et dans une ville détruite, ne pourraient accepter de garder une ruine géante en son sein. Le choix fait législativement est que tous les privés services publics pourront reconstruire à leur guise, dans le style architectural de leur choix, mais que pour que les populations se sentent chez elles, retrouvent une partie de leur ville, les monuments seront reconstruits à l'identique. Pour encourager cette idée, certains monuments seront donc même classés alors qu'ils sont détruits, tels que les petites et grandes places d'Arras, puisque c'est la seule solution pour faire revivre l'idée formelle, esthétique et matérielle d'un patrimoine collectif. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans la description du système de protection et de déplacement des œuvres pendant la guerre, mais inventé sous le feu de l'ennemi, il permettra la mise en place de procédures qui resserviront pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès l'incendie de la cathédrale de Reims, Henri Deneux, architecte en chef des monuments historiques et rémois d'origine, est chargé de sa protection et de sa future reconstruction. Ayant travaillé sur le chantier de la cathédrale pendant sa formation aux Beaux-Arts et ayant fait son mémoire pour le concours d'architecte en chef sur cette charpente, il est donc évidemment le plus connaisseur de l'ensemble. Il est missionné pendant la guerre pour faire un relevé des charpentes à risque dans les régions du front et commencer à étudier les solutions potentielles. Il va même, avant la fin de la guerre, proposer une solution innovante inspirée de la charpente en petits éléments de Philibert Delorme qu'il va réinterpréter en petits éléments de béton armé. Ainsi, moulés à pied d'œuvre, pesant moins de 25 kg et mesurant moins de 60 cm de long, ils permettent une mise en œuvre rapide et légère par une main-d'œuvre peu qualifiée avec un matériau peu coûteux. En 1920, John D. Rockefeller propose à la France de faire des dons couvrant la moitié de la restauration de la cathédrale de Reims, ainsi que des châteaux de Versailles et de Fontainebleau, peu entretenus depuis quelques décennies et particulièrement pendant la guerre. À ce très généreux donateur va être proposé un devis de reconstruction à l'identique de la charpente en bois, mais il va préférer les petits éléments de béton, libérant les combles sans compromettre l'aspect extérieur. Cette solution innovante va être testée pour la restauration de Saint-Jacques et réutilisée par la suite à Saint-Rémy. Les bombardements de la cathédrale, sur toute la guerre, nous sont connus par le décompte tenu chaque jour par le curé Landrieux et l'architecte ordinaire des monuments historiques,
ce qu'on appelle aujourd'hui les ABF, qui était alors Max Saint-Saulieu. Les bombardements vont fortement impacter les abords et toute la ville généralement. L'inventaire des destructions a beaucoup évolué d'un texte à l'autre, mais aussi car entre les premiers relevés et les travaux de sécurisation, l'hiver 1919 a fini d'abattre certains édifices. On considère aujourd'hui que sur les 13 800 immeubles d'avant-guerre, 71% sont totalement détruits ou irréparables, ainsi que les industries et les réseaux. Dès 1916, et les besoins de la circulaire sur le plan d'alignement, Ernst Calas, architecte rémois, va dessiner des plans historiques de la ville, ainsi qu'une proposition de projet de reconstruction assez ambitieux, comme on le voit, avec au centre une avenue circulaire à l'intérieur du centre-ville, mais très traditionnelle et beaux-arts pour les extensions. Ernst Calas est alors conservateur de la Société des Amis du Vieux-Reims, fondée et présidée par Hugues Kraft. Ils vont s'attacher à promouvoir une reconstruction attentive et traditionnelle, permettant la conservation et la mise en valeur du maximum possible de restes historiques. Ils vont d'ailleurs être missionnés en ce sens par la Direction des Beaux-Arts en 1919, pendant les déblaiements, afin de proposer au classement les édifices sauvables et de sauvegarder tout fragment qu'ils jugeraient utile. Imposée par la circulaire de 1916 et renouvelée par la loi Cornudet, la ville de Reims se doit de mettre en place un plan d'alignement, d'embellissement et d'extension. De très nombreux débats et changements de méthodologie et d'acteurs vont marquer la constitution de ce plan, qui va mettre plus d'1 an et demi à être adopté. En attendant, la ville est déblayée, mais sans plan, les dossiers de demande de dommages de guerre ne peuvent pas être finalisés, entraînant retard et grogne des populations revenues vivant entre taudis et baraquements. Commençons l'histoire de ce plan. Un concours de la ville est organisé dès le mois de janvier 1919. 21 plans sont reçus. Plusieurs sont jugés intéressants et pertinents. Il est fait le choix de féliciter les meilleurs projets en leur confiant la commande d'édifices majeurs. Ainsi, l'hôtel de ville sera fait par Bouchette et Expert, l'hôpital par Portevin, la bibliothèque par Max Saint-Saulieu. La synthèse des idées du concours est réalisée par les services de la municipalité. Reprenant les idées de nouvelles voies, le plan sera très critiqué pour ses très nombreuses destructions, car toutes les petites rues existantes sont redressées et élargies à 10 mètres, faisant perdre une partie du caractère pittoresque de la ville et entraînant des coûts d'expropriation bien supérieurs aux possibilités de la ville. Le docteur Langlais, maire depuis 1908, figure de la résistance de la ville, qui continuera à habiter Reims pendant toute la guerre. Mais les critiques autour du plan et de la volonté de passer à une nouvelle ère vont lui coûter les élections de la fin 1919. L'association Renaissance des cités, dite d'entraide sociale, est créée en 1916 pour servir de bureau d'études aux communes en vue de la reconstruction. Cette association est fondée autour de personnalités comme Georges Rissler, Raoul Dautry ou Marcel Poët, et elle regroupe les architectes fondateurs de la Société française d'urbanisme, Agache, Auburtin, Josely, Bonnier, Jourdain. Cette association va être financée dès le départ par John Rockefeller. La publication de Comment reconstruire nos cités détruites est un petit peu le départ de cette association. Sur recommandation du marquis de Polignac, que nous verrons plus tard, la Renaissance des cités est appelée à l'aide par la nouvelle municipalité pour reprendre le plan Langlais et pouvoir faire avancer la reconstruction. La Renaissance des cités recommande alors la mairie de charger George Burdett Ford. Cet Américain est formé à l'école des Beaux-Arts, comme nous venons de voir d'autres de ses compatriotes. Il est revenu en France pour la guerre comme major de réserve et reste par la suite comme représentant de la Croix-Rouge américaine et membre de l'Association de la Renaissance des cités. C'est un urbaniste volontariste sur la question du zoning. Il va réaliser les plans de Reims et de Soissons et de plusieurs autres petites villes reconstruites. Ford fait une première proposition adoptée par la mairie en février 1920. Pour le centre-ville, la proposition du plan Ford va proposer de grandes percées afin de faire entrer les grandes extensions prévues directement jusqu'au centre. Il essaie de garder une partie du pittoresque de la ville en n'élargissant pas les petites voies existantes. Le plan va alors faire l'objet d'une enquête publique qui va beaucoup critiquer ce projet. En effet, le mariage entre les grands axes larges et les petites rues tortueuses et pittoresques est mal reçu et promet de nombreuses parcelles triangulaires improbables.
Hugues Kraft, de l'Association des Amis du Vieux-Reims, va particulièrement commenter les destructions à venir et les pertes historiques engendrées, comme nous pouvons le voir sur ce plan, où il fait bien ressortir les monuments historiques en noir et les nouvelles voies en rouge. Ernst Kallas fera paraître une caricature de ce plan dans la presse. Ce plan sera refusé par la commission supérieure fin mai. André Halley fera alors un article à charge dans l'Illustration dans les jours qui suivent. Ford va donc retravailler son plan avec une version qui sera finalement adoptée par la commission supérieure en août 1920. Elle tient compte en partie des remarques reçues pendant l'enquête publique, mais aussi des contraintes financières. Il essaie de trouver un équilibre entre ses volontés de modernisation par la création de grands axes larges et plantés, hygiéniques, etc., qui seront finalement peu nombreux, et la conservation des éléments historiques pour le centre-ville. Il va ainsi proposer de limiter autant que possible les élargissements de voies afin de limiter les expropriations. En particulier, sa volonté de créer un civic center autour de la cathédrale sera en grande partie abandonnée, ne gardant que partiellement quelques éléments, comme la bibliothèque autour du chevet. Mais les quelques grands axes plantés font entrer l'air et la lumière dans sa volonté hygiéniste. C'est dans les extensions de la ville que Ford va donner à voir toute l'ambition et le savoir-faire américain. Porteur sur la théorie du zoning, il fait alterner zones d'habitation, parcs et zones industrielles, le tout relié par de grandes voies automobiles. Sa grande idée de gare de marchandises gigantesque au nord n'avait pas été imaginée à cet endroit-là par tous les autres précédents rémois, et elle sera remise en question, d'une part car coupant partiellement un cimetière, et d'autre part car trop ambitieuse pour l'époque. Dans le plan final, il va proposer une ceinture verte autour du centre ancien, faisant alterner cité-jardin et parc, et les secteurs industriels encore autour. Les secteurs industriels qui avaient déjà quitté la ville depuis la fin du XIXe siècle ne se réinstalleront pas à l'échelle qu'ils l'auraient souhaité. Et dès 1925-1926, la compréhension que finalement l'Allemagne ne paiera pas à la hauteur que la France l'aurait souhaité, met un coup d'arrêt brutal à la reconstruction. Les emprunts seront plus difficiles et les projets revus à la baisse. La plupart des parcs dessinés par Ford ne verront jamais le jour, contrairement aux nombreuses cités-jardins. Le dessin de plan en 2 ou 3 mois peut nous paraître très rapide aujourd'hui, mais au milieu des décombres, le temps paraît long. La solidarité nationale et internationale à toutes les échelles, du don de matériaux au financement de grands projets, va se mettre en œuvre. Commencée pendant la guerre, elle va se poursuivre sur une décennie. Nous avons vu qu'entre l'armistice du 11 novembre 1918 et l'adoption du plan en août 1920, le temps commence à paraître long pour les populations, pour lesquelles les fonds de dommages de guerre ne peuvent être débloqués. Les caricatures, demandes d'aide nationale et internationale sont alors très nombreuses. La plupart des sinistrés vont se réunir en coopérative de reconstruction. La plus importante, la Société Générale Coopérative de Reconstruction de Reims, va ainsi réunir 2700 adhérents, pour lesquels elle va aider à la mise en place de dossiers de dommages de guerre et gérer les finances pour eux, mais aussi aider à organiser la reconstruction de leurs 4800 édifices en faisant lien avec les architectes, entrepreneurs, obtenant des rabais, réussissant à obtenir des matériaux, etc. Cette association est présidée par Marie-Charles Jean-Melchior de Polignac, président de la grande entreprise de Champagne, la maison Pommery. Avant la guerre, il crée le parc Pommery et il le fait construire par Édouard Redon, que nous avons déjà vu, puisque c'est la future auteure de Comment reconstruire nos cités détruites. Il accompagne André Tardieu, haut commissaire de France, à Washington, aux États-Unis, afin de promouvoir l'entrée en guerre des Américains auprès des Alliés. Il y rencontre Nina Floyd Crosby en 1917, qu'il épouse avant de revenir pour porter la reconstruction avec la coopérative en grand américanophile. C'est lui qui fera le lien entre l'association de la Renaissance des cités, Ford, et la municipalité. Ce qui va être porté, c'est donc le choix libre et total pour les habitants de la reconstruction, ce qui va permettre une reconstruction très diversifiée avec une architecture parfois assez presque historiciste et puis beaucoup d'architecture Art Nouveau, mais surtout Art déco.
Une des grandes images du Nouveau Reims, c'est l'extension de la ville et celle des cités-jardins, qui a été théorisée par Ebenezer Howard à la fin du 19e siècle au Royaume-Uni. Il va faire école, en particulier aux États-Unis. En France, un certain nombre de cités-jardins vont être construites dans l'entre-deux-guerres. Surtout puisque l'association des HBM, qui sont alors des associations caritatives privées, vont réaliser une visite des grands projets anglais en 1912. Parmi ces visiteurs, l'association du foyer rémois, qui est donc la plus grande association d'HBM de Reims, qui avait déjà commencé à construire quelques édifices avant la Première Guerre mondiale, et qui va, à partir de 1912, faire le choix de promouvoir les cités-jardins. Ils vont donc travailler avec Ford pour la mise en place de ces cités-jardins, et en particulier la plus grande, la plus complète réalisée à Reims, qui est la cité du Chemin Vert, dont l'architecte est Auburtin, un autre des écrivains de Comment reconstruire nos cités détruites. Autre grand moment de la reconstruction de Reims, la bibliothèque Carnegie. Andrew Carnegie, richissime industriel dans la Syrie, décide sur la fin de sa vie de financer 2500 bibliothèques publiques et gratuites et des institutions culturelles pour encourager la lecture et l'éducation comme voie d'émancipation et pour la paix. À la fin de la Première Guerre mondiale, il choisit de financer la construction d'une bibliothèque à Louvain, à Belgrade et à Reims, villes martyrs et symboliques pour leurs pays respectifs. La bibliothèque de Reims a brûlé pendant la guerre, mais ses collections avaient heureusement été mises à l'abri. La proposition de Carnegie est de financer l'achat du terrain et la construction de la bibliothèque qui servira aussi de centre d'archives municipal. Charge à la ville, par la suite, de l'entretien. Les architectes de la ville missionnent donc Max Saint-Saulieu, architecte ordinaire des monuments historiques, suite à sa proposition pour le premier plan. Il en fera un fleuron de l'architecture art déco de la ville. Enfin, et bien sûr, l'hôpital mémorial américain, dont Lila vient déjà de nous parler, et sur lesquels d'autres orateurs aujourd'hui seront bien plus pertinents que moi. Comme nous l'avons vu, le soutien américain s'est donc fait via plusieurs biais, souvent par un apport financier, sonnant et trébuchant, qu'il soit d'initiatives collectives comme l'hôpital, ou privées comme le Don Rockefeller pour la restauration de la cathédrale, ou la Fondation de Carnegie pour la bibliothèque. Mais aussi, plus subtilement, sur l'organisation et l'accompagnement de la reconstruction, grâce à la Renaissance des cités, association d'entraide financée par Rockefeller, dirigée par les urbanistes français et leurs homologues américains. L'arrivée de la Renaissance des cités est encouragée par le marquis de Polignac, de retour des États-Unis. Ils vont obtenir le choix de Ford pour le dessin du plan Cornudet, synthétisant les idées locales et mariant la chèvre et le chou entre conservatisme et modernité pour le centre-ville, avec un projet résolument moderne à l'américaine avec le zoning pour les extensions. Ford représente une belle synthèse de l'influence américaine dans la naissance de l'urbanisme en France. Merci.